Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Crime s'installe ce soir dans l'ouest de la France pour vous raconter 3 faits divers qui ont bouleversé toute une région. Drame en Pays de Loire, c'est tout de suite. Le 28 mai 2011, Pauline, une ancienne championne de motocross de 20 ans, se rend à la gendarmerie de Rezé, en Loire-Atlantique, pour déposer plainte. La jeune femme accuse son ancien entraîneur âgé de 54 ans d'attouchement sexuel et de viol. Des faits qui se seraient produits à de multiples reprises pendant plus d'1 an, alors que Pauline était mineure. Mais qui est réellement cet homme accusé du pire? Qu'a-t-il à dire pour sa défense? Et surtout, y a-t-il eu d'autres victimes? Je suis intégralement nue. Il me touche les fesses, la poitrine et il se permet même une réflexion en me disant tu as grossi des seins depuis la dernière fois. À 40 ans, Céline est l'héritière du manoir des Sorinières, près de Nantes. Un manoir dans lequel elle vit avec Yann, son époux, et ses 2 enfants en bas âge. Le 30 mai 2015, Yann et la meilleure amie de Céline se rendent à la gendarmerie pour signaler sa disparition. La jeune mère est injoignable depuis 2 mois, date à laquelle elle aurait quitté le domicile familial de son plein gré. Alors, où est passée Céline? Et pourquoi la mère de famille aurait-elle abandonné mari et enfant du jour au lendemain? Quel secret se cache derrière cette troublante disparition? Je pense qu'au bout d'un moment, la pression est telle qu'il est dépassé par tous ces mensonges et puis il a pas le choix. Il n'a pas le choix que d'avouer ce qui s'est passé. À 51 ans, Frédéric est un ancien directeur commercial qui a tout quitté pour se reconvertir dans la bourse. Père d'une fille de 19 ans, il est aussi en pleine procédure de divorce après 20 ans de mariage. C'est alors qu'en juin 2015, son corps sans vie est retrouvé à son domicile, dénudé et affalé sur un radiateur arraché du mur. Alors, que s'est-il passé cet été 2015 au Mans? Le quinquagénaire avait-il de mauvaises fréquentations? Et qui est responsable de cette macabre mise en scène? Ça a été un véritable calvaire, un calvaire qui a duré de nombreuses minutes, un calvaire où Frédéric s'est déplacé dans la pièce, où il a expulsé ce sang par la bouche, où il a dû supplier son ou ses exécutants d'arrêter ici. Pour moi, il a eu le temps de se voir mourir. Crime se rend tout d'abord à Rezé, une ville de l'agglomération nantaise. Au printemps 2011, un ancien champion de motocross se retrouve accusé de viol. Voici un document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir comment un ancien champion de motocross a fait vivre l'enfer à ses élèves. Un huis clos malsain sur fond d'emprise psychologique qui aujourd'hui encore traumatise les jeunes victimes de ce drame. Ça a été difficile d'encaisser ça, seul, face aux gens. Ça a été difficile de se faire montrer du doigt, de se faire considérée comme une menteuse par des gens qui n'y ont même pas mis les pieds. Sa réputation le rendait intouchable.
Nous sommes à Rezé, dans le département de la Loire-Atlantique. Accolée au plus long fleuve de France, la ville de 40 000 habitants fait partie des 24 communes de la métropole nantaise. Moins connue que son aîné, Rezé bénéficie tout de même d'une richesse patrimoniale et culturelle. C'est une cité dortoir plutôt ouvrière qui est relativement jolie. Il y a eu quelques films de tournée, La Reine Blanche notamment. Voilà, c'est un petit port sur les bords de Loire. Le 28 mars 2011, une jeune femme de 20 ans que nous appellerons Pauline arrive à la gendarmerie de Rezé. Elle vient de faire 3 heures de voiture depuis la région bordelaise pour pousser les portes de cette caserne. Elle affiche une fausse décontraction. Mais je dirais que c'est la fausse décontraction que peuvent afficher tous les adolescents qui ont une certaine forme d'insouciance. Car intérieurement, Pauline est fébrile. Sur le moment, ça a été dur d'y aller. J'avais vraiment pas envie d'y aller. J'avais peur. Et ce sont mes proches qui m'ont fortement conseillé de le faire. À l'accueil de la brigade de Rezé, elle explique vouloir déposer plainte pour des faits d'attouchement sexuel et de viol subis entre 2007 et 2008. À l'époque, Pauline n'avait pas encore 18 ans. Elle met en cause son entraîneur, on pourrait dire son mentor sur le plan de la moto, puisque c'est une jeune fille qui est une passionnée de moto et de motocross plus particulièrement. Et elle met en cause finalement celui qui l'a élevée au stade de championne ou d'espoir de la moto. Alors, que va révéler l'audition de Pauline? Que s'est-il passé avec cet entraîneur? Et pourquoi avoir attendu 3 ans avant de déposer plainte? À la brigade de Rezé, face aux gendarmes, Pauline revient en détail sur son parcours et sur la place de la moto dans sa vie. C'est une histoire de famille. Mon père a toujours roulé en moto et ma mère lui a toujours fait l'assistance le week-end. Donc moi j'étais au milieu de tout ça, des courses, de la mécanique, des bidons d'essence et j'ai été bercée là-dedans et c'était mon milieu donc je m'y suis toujours bien sentie. Au fil des années et des compétitions, Pauline fait ses classes dans la région bordelaise. Dans l'espoir qu'elle devienne un jour une grande championne, ses parents décident de l'inscrire dans un centre renommé de pilotage. Ils ont vu une publicité dans un magazine de moto concernant la semaine spéciale féminine. Donc je me suis rendue là-bas parce qu'il y avait d'autres filles et je me suis dit que ça allait être chouette de faire de la moto avec d'autres filles. En 2006, Pauline a seulement 15 ans quand elle fait ses premiers stages au centre de pilotage situé à 30 km au sud de Rezé. Malgré l'exigence de la formation, la jeune adolescente parvient à se faire une place. C'est une pratique militaire et intensive de la moto. L'école de compétition, elle possède son propre circuit et les jeunes qui sont dans cette école tournent à longueur de journée pour perfectionner leur pratique de la moto. Et donc effectivement, elle a le corps d'une jeune adolescente, d'une jeune fille, et vraisemblablement qu'avec une pratique intensive de moto, au bout d'un moment, elle a des douleurs au dos. Ces douleurs, Pauline va en faire part à Michel, le directeur du centre de pilotage. Il s'est fortement proposé de me faire un massage. J'ai pas été en capacité de dire non, laisse-moi. Le comportement de Michel va alors complètement basculer. Des massages dans le dos qui vont vite dériver sur les fesses. Après, il va lui demander de se dénuder parce que c'est plus facile. Et puis là, on part dans les agressions sexuelles.
Ces agressions ont été commises dans la chambre de Pauline et dans le camion de l'équipe moto, entre ses 15 et 17 ans. La jeune femme explique également que Michel avait une véritable emprise sur elle. La journée, il me déstabilisait en m'enfonçant devant les autres, en se moquant de moi. Et le soir, il venait me dire qu'il fallait que je fasse la part des choses entre la journée et le soir. Qu'il fallait que j'accepte. Il fallait pas que je pleure, il fallait pas que je sois triste, il fallait pas que je fasse la tête. Il fallait que j'accepte. L'adolescente pouvait subir les assauts de Michel jusqu'à 3 fois par jour. 1 an après son arrivée, les violences franchissent un nouveau cap. Le viol qu'elle arrive à décrire s'est déroulé dans la cuisine qui se trouve à côté du bureau de l'épouse de Michel qui, elle, gérait tout ce qui était comptabilité, secrétariat. Michel la bloque entre le frigo et effectivement, à ce moment-là, lui baisse son pantalon et la viole. En 2007, Pauline quitte le centre de pilotage et garde secret les agressions de Michel. Mais 3 ans plus tard, tandis qu'elle enchaîne les compétitions régionales, elle décide de mettre un terme à sa carrière naissante. On était un samedi soir avant le départ du dimanche matin sur une course régionale et j'ai dit à mes parents que je ne prendrais pas le départ et que j'arrêtais la moto. Mon père est resté stoïque. Ma mère s'est clairement effondrée. Et puis, après une énième dispute, c'est là que je leur ai annoncé les agressions sexuelles. Ça a été compliqué pour eux parce qu'ils avaient beaucoup de questions et peu de réponses. Plusieurs mois après avoir tout révélé à ses parents, Pauline trouve enfin la force de porter plainte. J'avais tout enfoui au fond de moi par peur et par honte. Et puis le fait de ressortir, ça, c'est comme si je l'avais revécu. Alors, que vont découvrir les gendarmes de Rezé? Qui est vraiment Michel, le directeur du centre de pilotage? Et a-t-il fait d'autres victimes? À Rezé, 2 semaines après la plainte de Pauline, la jeune femme est examinée par des experts psychiatres afin de s'assurer de la véracité de ses propos. En tout cas, il voit qu'il s'est passé quelque chose. On ne peut pas dire d'elle qu'elle ment. Il s'est véritablement passé quelque chose parce que ça a eu des conséquences sur son état psychologique et sur son comportement. Suite à ce rapport, les gendarmes se concentrent sur le profil de Michel, un entraîneur reconnu dans le milieu du motocross. Il était au-dessus de tout soupçon parce que voilà, c'était un ancien champion avec une réputation importante. Il avait fait le Paris-Dakar en moto. Enfin, c'est quelqu'un bien connu dans ce milieu-là. C'est un champion qui ne vit que pour être un champion, du matin jusqu'au soir. Tout est calibré, tout est organisé pour être le plus compétitif possible. C'est au cours de sa carrière, en 1985, que Michel monte de toutes pièces un centre de pilotage. Une structure qu'il gère en étroite collaboration avec son épouse. Sa femme est à la logistique et Michel s'occupe de tout ce qui est moto. On a cette organisation-là, c'est sa femme qui cuisine, c'est sa femme qui fait les courses, c'est sa femme qui doit tenir en ordre la maison pour lui permettre de s'adonner à la moto. À l'image du parcours de Michel, l'établissement acquiert une grande notoriété et devient rapidement une usine à champions. C'est un centre qui est soutenu par la fédération, soutenu par le ministère des Sports, labellisé, qui travaille aussi en coopération avec des sportifs étrangers. Et c'est véritablement, effectivement, une référence dans le milieu du motocross.
Quelques mois après la plainte de Pauline, l'affaire est rendue publique. Pourtant, dans le monde de la moto, les avis divergent. Ça a été accueilli avec une grande pudeur parce que c'est véritablement une sommité. C'est quelqu'un qui fait référence sur les terrains de motocross. Et je pense qu'en réalité, celle pour qui ça a été le plus dur, c'est pour Pauline. Ça a été difficile d'encaisser ça, seule, face aux gens. Et ça a été difficile de se faire montrer du doigt, de se faire considérer comme une menteuse par des gens qui n'y ont même pas mis les pieds là-bas. Sa réputation le rendait intouchable. Après 7 mois d'enquête, les gendarmes décident néanmoins de placer en garde à vue l'ancien champion de motocross. Face à eux, l'homme assure être dans l'incompréhension la plus totale. Il comprend pas ce qui se passe, il n'y a pas de massage, il n'y a pas de sieste, il ne voit pas du tout de quoi on parle. Pauline, c'est une menteuse et il s'est jamais rien passé et il comprend pas ce qu'il fait là, quoi. Faute de preuves, la garde à vue de Michel prend fin au bout de 24 heures. Comme souvent en matière d'agression sexuelle, en matière de viol, on est dans des situations où effectivement on n'a que difficilement des preuves matérielles, que difficilement des témoignages. Alors, Michel a-t-il dit la vérité durant sa garde à vue? Cache-t-il une face sombre? Et pourquoi Pauline aurait-elle menti? À Rezé, l'affaire peine à avancer. Pourtant, les gendarmes découvrent que Pauline a tiré la sonnette d'alarme depuis déjà 2 mois. La jeune femme leur révèle ainsi qu'en janvier 2011, elle a rencontré l'un des responsables de la Fédération nationale de moto. Je me décide d'aller le voir et de tout lui expliquer. J'ai eu une oreille attentive, quelqu'un qui a été touché par le témoignage. Il m'a écouté, il a dit qu'il en référerait à ses supérieurs. Mais Pauline assure que son appel est resté vain. Non seulement on n'a pas eu de retour, mais en plus ça fait de moins en moins de bruit. Et il a continué à avoir le même statut, toujours dans son impunité totale, dû à sa grande réputation et ses copinages avec la fédération. La Fédération nationale de moto renouvelle même le label d'excellence sportive du centre de pilotage de Michel. Pauline ne se laisse pas abattre et décide de riposter. Ma motivation, c'était de protéger les autres filles, les futures, et celles qui étaient déjà là-bas. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains et je les ai contactées une par une pour leur dire ce que j'avais vécu. Mais le plus important, c'était qu'elles soient conscientes de qui elles avaient en face d'elles, parce que moi, j'ai pas eu cette chance-là. Si toutes les filles contactées assurent ne pas avoir eu de problème avec Michel, l'une d'entre elles, que nous appellerons Julie, réagit différemment. Elle me dit faut que je te dise des choses, il s'est passé ça. Fais attention à toi. C'est à ce moment-là que je me rends compte de ce qui se passe et que je me dis c'est pas normal en fait. Et je suis un peu perdue, un peu abasourdie et puis je me sens un peu bête de ne pas avoir compris plus tôt que ce qu'il faisait c'était pas bien. Devant les faits relatés par Pauline, l'adolescente de 16 ans a une prise de conscience. Elle aussi est victime de Michel. Le 25 octobre 2011, Julie est entendue par les enquêteurs de Rezé. Face aux gendarmes, la jeune fille évoque à son tour des massages qui ont mal tourné.
Au début, je suis tout habillée et puis petit à petit, au fil du temps, il me demande de me déshabiller jusqu'à être à la fin totalement nue. Julie raconte qu'après ces attouchements, elle a essayé de trouver de l'aide. Elle ne sait pas à qui se confier, donc elle va essayer d'en parler à ses parents. Malheureusement, ses parents ne sont pas en état de répondre à ses attentes et ne la soutiennent pas à ce moment-là. Malgré les agressions sexuelles dont elle a été victime, l'adolescente retourne faire un nouveau stage au centre de pilotage de Michel. Je me sens un peu obligée, étant donné les sommes que mes parents ont engagées. Et du coup, je suis vraiment dans l'optique... Voilà, dès qu'il vient me voir dans le chalet le soir, quand je dors, ou dans les vestiaires, j'esquive au maximum. Je fais semblant de dormir pour pas qu'il vienne. Et au dernier soir où il insiste fortement en disant « Si, il faut absolument que je te masse ». Et du coup, ce soir-là, ce sera le dernier massage. Et donc, je suis intégralement nue. Il me touche les fesses, la poitrine. Et il se permet même une réflexion en me disant tu as grossi des seins depuis la dernière fois. Suite à ce nouveau témoignage, les enquêteurs placent de nouveau Michel en garde à vue. Alors que l'homme de 55 ans continue de nier en bloc, les gendarmes ressortent un élément jusque-là gardé sous silence. Pauline, elle a réussi à décrire quand même un élément du corps de Michel précisément, une partie du corps qui n'est vue que lors de rapports extrêmement proches et intimes. Une cicatrice qui se trouve au niveau des testicules de Michel, puisqu'il avait été opéré quelque temps avant. Quand on a 15 ans, il y a des choses qui frappent et qui marquent la vie. Même si à l'époque, je débutais ma vie sexuelle, j'avais jamais eu affaire à des parties intimes d'un homme de son âge. Et oui, en effet, ça marque. Mais en garde à vue, Michel ne se démonte pas. Il trouve une excuse en indiquant qu'il a parlé de cette cicatrice à l'un des stagiaires. Et que ce serait ce stagiaire qui aurait répété à Pauline, et que donc, c'est pour ça qu'elle est au courant. Malgré ces justifications, Michel est mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans, le 8 mars 2012. Alors, Michel va-t-il reconnaître les faits? Les enquêteurs sont-ils en face d'un prédateur sexuel? Et que va révéler l'expertise psychologique de l'ancien champion de motocross? Après la mise en examen de Michel et son placement sous contrôle judiciaire, les enquêteurs de Rezé convoquent son épouse. Elle est en colère. Elle est en colère, mais pas contre Michel. Elle est en colère contre Pauline. Elle est à ce moment-là un soutien pour Michel. Je pense qu'elle veut sauver les murs et elle veut sauver sa vie et qu'elle ne peut pas imaginer que son mari puisse être coupable des faits décrits. Mais lorsqu'elle est interrogée sur la fameuse cicatrice de son mari, l'épouse botte en touche. Elle ne veut pas décrire cette cicatrice en expliquant que leur relation se déroulait dans le noir, mais que tout allait bien, que c'était une vie de couple épanouie, mais que cette particularité, elle n'arrivait pas à la décrire. Comme le veut la procédure, le directeur du centre de pilotage est expertisé par un psychiatre. Il n'y avait pas de pathologie, aucun élément qui permettait de dire que Michel pouvait être caractérisé ou qualifié de prédateur. Contre toute attente, Michel va livrer au cours de cet entretien une nouvelle version des faits. Il reconnaît les massages, mais malgré ça, il ne reconnaît pas l'agression sexuelle. Il a commis une faute, mais c'est une faute, je dirais, morale pour lui, pas une faute juridique. On est dans une explication qui relève de la franche camaraderie.
Michel l'explique sur ce terrain-là. On est entre sportifs. Il n'est pas question d'hommes et de femmes. Il est question de deux compétiteurs. Et c'est cela, en fait, que Michel essaye aussi de faire passer à ce moment-là, en disant que non, lui, finalement, pratiquement, il ne s'est même pas rendu compte qu'il faisait un massage à une jeune fille, puisque c'est un sportif professionnel ou un compétiteur qu'il est en train de masser. Alors, quelle défense adoptera Michel lors de son procès d'assises? Avouera-t-il les agressions sexuelles et le viol? Ses victimes auront-elles la force de témoigner à la barre? À Nantes, le 16 septembre 2015, plus de 4 ans après le dépôt de plainte de Pauline, s'ouvre le procès de Michel. Une audience et une confrontation redoutée par la jeune femme, désormais âgée de 24 ans. Moi, je suis terrorisée parce que entre 2011 et le procès, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Entre-temps, ma mère est décédée. Elle s'est suicidée après la dépression qu'elle a vécue et ça s'est déclenché quand je lui ai dit ce qui s'était passé là-bas. Donc, c'est une double peine. Placé sous contrôle judiciaire, depuis sa mise en examen, l'ancien champion de motocross, comparé libre. Il vient accompagné de sa famille, il a l'air bien, détendu, vraiment aucun remords sur son visage. Totalement serein, il s'inquiète pas plus que ça. Et de le voir comme ça me fait rager encore plus. Appelé à la barre, Michel maintient sa version. Il n'a en aucun cas agressé ou violé ses élèves. Il a manifestement, de manière professionnelle, travaillé son dossier. Il connaît chacune des auditions. Et il a une posture qui est une posture de rester droit dans ses bottes, à l'identique de ce qu'il a pu être dans le cadre de ses auditions, et avec pour seule reconnaissance la reconnaissance de massage pour soulager Pauline d'un mal de dos. Le 18 septembre 2015, après 3 jours de procès, Michel est condamné à 4 ans de prison avec sursis pour agression sexuelle sur Julie. En revanche, l'homme est acquitté pour les faits de viol à l'encontre de Pauline. J'étais assise en train de pleurer au fond du couloir au tribunal et mon avocat était assis par terre à côté de moi. On était désemparés. C'est le dernier coup de massue en fait. On se dit, on prend pour une imbécile. Voilà, j'ai compris son jeu. Voilà, il avoue le moins grave entre guillemets. Et, par contre, le viol, il continue de tout nier. Enfin, après, c'est sa stratégie de défense. Après ce verdict, le parquet fait appel de cette décision de justice. Pendant 3 ans, Pauline et Julie se préparent mentalement à affronter cette nouvelle audience. Je suis passée par beaucoup de moments difficiles, mais j'ai énormément travaillé sur moi. Psychologiquement, émotionnellement. Là, je pense que ouais, on est en béton armé. Parce que voilà, on a tellement la rage du dernier procès et on se dit en même temps, les années ont fait qu'on s'est aussi, on a aussi forgé notre caractère, on s'est un peu armé et du coup, c'est vrai que les jeunes filles qui pouvaient paraître un peu sensibles et un peu faibles au premier procès, je pense qu'à Saint-Brieuc, elles sont plus. Le 10 décembre 2018, le procès en appel s'ouvre au tribunal de Saint-Brieuc. Si les 2 jeunes femmes semblent transformées, Michel reste fidèle à lui-même. Il est quand même très arrogant. Lorsqu'il parle de ces jeunes filles, ces demoiselles, ça revient régulièrement et c'est agaçant. Ces demoiselles. Mais alors que les questions de l'avocat général se font de plus en plus insistantes, Michel se retrouve poussé dans ses retranchements.
reconnaîtra les agressions sexuelles sur Pauline alors qu'il ne l'a jamais fait jusqu'à présent. Mais malgré ça, il est dans l'incapacité de dire qu'il a violé Pauline. Il le dira jamais. Malgré ses aveux partiels, le directeur du centre de pilotage écope finalement de 8 ans de prison ferme pour viol et agression sexuelle sur mineurs. On fond en larmes parce que pendant 10 ans, on n'a pas vécu. Pendant 10 ans, notre vie, elle est en pause. En fait, c'est le début d'une nouvelle vie. Ça a été instantané à partir du moment où ils ont dit coupable. J'ai l'impression d'avoir perdu 40 kilos sur le dos. On m'a enfin écouté, on m'a enfin cru. C'est important pour plus qu'il recommence. Aujourd'hui, tandis que Michel est incarcéré, Pauline et Julie, respectivement âgées de 27 et 24 ans, sont encore en pleine reconstruction. C'est vrai que ça a brisé pas mal de rêves, donc j'ai toujours ce goût amer dans la bouche de me dire peut-être que j'aurais pu faire quelque chose de bien. Après, voilà, c'est la vie, ça s'est passé comme ça. Mais je travaille sur ça pour essayer d'apaiser cette culpabilité que j'ai. Enfin, c'est pas à moi d'être coupable forcément. Reconnues comme victimes, après un long combat judiciaire, les deux femmes parviennent enfin à se projeter. J'ai plusieurs objectifs. Déjà, de réapprendre à vivre normalement, de m'épanouir dans ma vie professionnelle, dans ma vie amoureuse, affective, familiale. J'aspire à être prête mentalement et physiquement pour reprendre la compétition progressivement. Un jour peut-être, je pourrais me réexprimer convenablement sur une moto. Crime s'installe maintenant dans la commune de Sorinières, à seulement 10 km de la capitale régionale. Au printemps 2015, la disparition d'une mère de famille va mettre en alerte toute la population. Découvrez cette histoire bouleversante pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire tragique de Céline, une mère de famille de 40 ans, mystérieusement disparue au mois de mars 2015. Un fait divers troublant, riche en rebondissements, qui mettra la lumière sur un homme à la personnalité inquiétante. Quand on réfléchit à tout son mode opératoire, on se dit quand même qu'on ne peut pas mettre ça sous le coup d'une pulsion non plus. C'est quand même quelque chose qui est assez réfléchi et il faut quand même avoir du sang-froid. Nous sommes aux Sorinières, dans le département de la Loire-Atlantique. Avec ses 80 hectares d'espace vert et sa proximité avec le littoral breton, la commune aux deux menhirs offre tous les avantages de la ville et de la campagne. C'est une petite ville, 9000 habitants, pavillonnaire. On est dans ce qu'on appelle le vignoble nantais, là où on fait le muscadet. C'est une petite commune qui se situe dans la banlieue de Nantes, une commune tranquille, qui ne fait pas parler d'elle. Pourtant, au printemps de l'année 2015, un événement va marquer à jamais les Sorinières. Le 30 mai, Yann, 38 ans, se présente à la gendarmerie de Vertou, la commune voisine. Il est accompagné d'Anne-Laure, la meilleure amie de sa femme. Il me dit « Bonjour, je viens signaler l'abandon de domicile de mon épouse ». Et là, la femme, au début, je ne sais pas qui c'est, se retourne spontanément sur lui et le regarde assez particulièrement. Il dit « Mais non, c'est pas un abandon de domicile, c'est une disparition inquiétante ». Face à la gendarme Audrey Portier,
Yann affirme que son épouse a quitté leur domicile des Sorinières le 3 avril 2015, il y a presque 2 mois. Elle est partie avec son téléphone et 3 000 € en liquide pour se rendre chez sa tante à Angers. Donc du coup, je pose la question à savoir quel serait le motif de départ du domicile. Et il m'explique que voilà, quelques jours avant, il lui a annoncé en fait qu'il se séparait d'elle. Il ne voulait plus vivre avec elle. Donc a priori, sa femme l'a pris assez difficilement. Anne-Laure intervient une nouvelle fois, car elle ne voit pas les choses de cette façon. Sa meilleure amie Céline n'aurait jamais abandonné ses enfants en bas âge, de 3 et 5 ans, pendant 2 mois. Elle s'inquiète parce qu'elle trouve que les choses sont pas normales. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas l'habitude de Céline de laisser ses enfants aussi longtemps. Et quand bien même y a-t-il une explication donnée par Yann, puisqu'il indique qu'elle est chez sa tante, c'est quelque chose quand même qui la surprend. Confrontés à ces 2 versions différentes, les enquêteurs s'interrogent sur cette étrange déposition. Et ils sont d'autant plus surpris que si Céline ne répond plus aux appels téléphoniques, elle continue d'envoyer des SMS à son entourage. C'était des SMS qui étaient effectivement faits pour rassurer ses proches, pour pas qu'ils s'inquiètent du fait que Céline ne revienne pas de suite. Alors, s'agit-il d'un départ volontaire ou d'une disparition inquiétante? Qui est vraiment Céline, cette mère au foyer de 40 ans? Et quel secret se cache derrière cette troublante situation? Dans un premier temps, les enquêteurs contactent la tante de Céline. Mais au téléphone, elle assure que sa nièce n'est pas chez elle et qu'elle n'a pas non plus de nouvelles. Face à cette situation, les gendarmes procèdent à une enquête de proximité. Je questionne des voisins qui me disent c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Céline, on commence à être inquiets. Et j'appelle tous les centres hospitaliers du département ainsi que du département 49, sachant qu'elle était censée être sur Angers, et personne n'a vu Céline. À la recherche d'une piste, les gendarmes se concentrent sur le profil de cette mère de famille de 40 ans. C'est une enfant adoptée. Ses parents sont très aisés, notamment son père. Ils vivent dans un manoir, donc avec des domestiques. Ils ont jardinier, serveuse, cuisinière. Elle a toujours eu des gens qui lui faisaient tout. En 2005, Céline fait la connaissance de Yann lors d'une soirée en boîte de nuit. Pour la jeune femme, c'est le coup de foudre. 1 an seulement après leur rencontre, ils se marient et fondent une famille. De l'extérieur, on avait l'image d'un couple qui allait bien avec ses enfants, qui vivait quand même aisément dans une belle maison avec un grand terrain. Donc de l'extérieur, on peut se dire la vie leur souriait. Ses amis, ils nous la décrivent comme quelqu'un de très jovial, aimant faire la fête, très joyeuse, pas quelqu'un de dépressif, au contraire une maman très aimante vis-à-vis de ses enfants. Le 11 juin 2015, près de 2 semaines après le signalement de Yann et d'Anne-Laure, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. La gendarmerie de Vertou est désormais épaulée par la brigade de Rezé, ainsi que par la section de recherche de Nantes. Le directeur d'enquête, Patrick Garot, et son équipe étudient alors tous les scénarios possibles. Le suicide, les témoins décriront que Céline n'était pas du tout suicidaire. Des vérifications ont été faites auprès des hôpitaux. Et concernant le départ volontaire, c'est pareil. Les témoins diront que Céline était incapable de partir d'elle-même, qu'elle ne pouvait pas s'assumer. D'autre part, il a été déterminé qu'elle n'avait pas de relation extra-conjugale qui aurait pu effectivement être le motif de son départ volontaire. Pour les gendarmes, il ne reste plus qu'une seule piste plausible, la piste criminelle. Alors, Céline est-elle encore en vie? La quadragénaire a-t-elle été victime d'un meurtre? Et surtout, pour quelle raison s'en serait-on pris à elle?
Le 16 juin 2015, à la gendarmerie de Rezé, si Anne-Laure, l'amie de Céline, est totalement écartée de la liste des suspects, Yann, de nouveau entendu, se montre imprécis dans ses déclarations, notamment sur la date de départ de sa femme. Intrigués par cette audition, les gendarmes décident de réaliser une enquête de personnalité. On se rend vite compte que c'est quelqu'un qui aime faire la fête. Il va énormément dans les bars de nuit sur Nantes. Il dépense énormément d'argent, notamment dans les prostituées. Quand on interroge les amis proches de Yann, notamment la meilleure amie, on apprend quand même que Yann a un passé assez lourd concernant les conquêtes féminines, notamment depuis qu'il est en couple avec Céline. Donc il l'a trompée à plusieurs reprises et Céline était au courant de ça, mais à chaque fois elle a pardonné. Les enquêteurs apprennent également que la double vie de Yann va encore plus loin. C'est quelqu'un qui effectivement est un peu flambeur et qui ne vit qu'au travers du mensonge. Il a menti effectivement à ses proches pour faire croire qu'il avait un emploi qui n'était pas du tout celui qu'il prétendait avoir, puisqu'à un moment donné il était au chômage. Il a menti pour faire croire aussi qu'il avait dans un cas démissionné, dans l'autre il avait été licencié, dans le troisième cas il avait trouvé un accord de rupture. Bref, systématiquement il ment. C'est un mode de vie, un mode de fonctionnement qui lui est habituel. Un comportement suspect qui pousse les gendarmes à le placer sous surveillance. Son téléphone est mis sous interception téléphonique et en même temps, le véhicule qu'il utilise est suivi. Il y a également une surveillance physique qui est faite par une unité spécialisée et qui suivent en permanence tous les déplacements de Yann durant la journée et la nuit. Les enquêteurs découvrent alors que Yann a une maîtresse depuis près d'1 an. Cette femme, que nous appellerons Marine, semble d'ailleurs avoir une place bien privilégiée dans le cercle familial. Je vais à l'école de manière discrète et c'est là qu'on apprend que cette maîtresse vient chercher les enfants de Yann depuis quelques jours. Quand on apprend que Yann a une maîtresse, on a des doutes, on se pose maintenant la question d'un crime passionnel, pourquoi pas un amant et sa maîtresse, enfin je veux dire, ça arrive quand même régulièrement. Mais un autre mobile se dessine peu à peu. Yann et Céline sont mariés sous le régime de la séparation de biens et en cas de divorce, le père de famille n'aurait rien touché du patrimoine de sa femme. On sait que Céline venait d'une famille riche, elle était propriétaire de la maison, et bien évidemment, il y avait des perspectives d'argent derrière. Et par la disparition de Céline, on peut penser que Yann a obtenu forcément quelques gains qui lui permettaient ensuite d'avancer avec sa maîtresse. Le 17 juin 2015, Marine, la maîtresse de Yann, est à son tour entendue par les enquêteurs. Elle s'est séparée de son mari, pensant qu'avec Yann ce serait mieux. Donc pour elle, ils allaient entamer une nouvelle vie. Chacun allait faire les démarches nécessaires pour se séparer officiellement, divorcer officiellement de leurs conjoints respectifs et entamer une nouvelle vie. Marine raconte aux gendarmes qu'elle s'est installée au manoir familial des Sorinières vers la mi-avril, à la demande de son amant. Lors de l'audition de la maîtresse de Yann, on apprend que cette dernière a aperçu un deuxième téléphone à son domicile. Yann, en réponse à cette observation, lui dit que c'est un téléphone qui est destiné à son futur employé. Lorsqu'on lui présente une photo du téléphone avec lequel Céline serait partie, elle reconnaît formellement ce téléphone. Là, clairement, l'étau commence à se resserrer petit à petit contre lui, clairement. Alors, pour quelle raison Yann est-il en possession du téléphone portable de sa femme? Cache-t-il d'autres choses aux enquêteurs? Et surtout, est-il impliqué dans la disparition de Céline? À Nantes, les gendarmes de la section de recherche essayent de déterminer le rôle exact de Yann dans cette affaire. Pour cela, ils réalisent des croisements entre ses relevés bancaires et les données téléphoniques de Céline.
Et là, élément très troublant, on s'aperçoit que le téléphone de Céline déclenche au même endroit et au même moment où un paiement est fait avec la carte bancaire de Yann. Devant cette découverte, les enquêteurs le convoquent à la gendarmerie de Rezé le 18 juin 2015. Avant qu'il arrive, Yann adresse 2 SMS. Un à sa maîtresse en lui disant « Mon trésor, je t'aime plus que tout ». Et un autre SMS à sa famille où il dit « Je vous aime ». Je dis à mes collègues, il y a 2 solutions. Soit Yann va se suicider, soit il va venir et il va avouer qu'il est l'auteur des faits. Yann arrive finalement à la caserne et après 2 mois de mensonges, avoue spontanément avoir commis l'irréparable. Je pense qu'au bout d'un moment, la pression est telle qu'il est dépassé par tous ces mensonges et puis il a pas le choix, quoi. Il n'a pas le choix que d'avouer ce qui s'est passé. Face aux enquêteurs, Yann explique que Céline est décédée le 20 mars 2015 dans la chapelle de leur propriété. Il va prétendre qu'il s'agit d'un accident, qu'une dispute, la dispute se déroule mal et que Céline tombe. Et sa tête frappe une enclume qui se trouve là. Au lieu d'appeler tout de suite des secours pour essayer de faire quelque chose pour son épouse, il la laisse telle qu'elle dans la chapelle et il revient plusieurs fois dans la journée afin de voir si elle se réveille ou pas. Et ne se réveillant pas, il décide de brûler le corps. Afin de faciliter la combustion, le mari raconte qu'il a recouvert le corps de sa femme d'une couverture et de branchages. Les enquêteurs sont aussi choqués par les propos de Yann que par son attitude. Car si l'homme de 38 ans assure qu'il ne s'agit que d'un accident, il semble complètement insensible au sort de son épouse. On est face à une personnalité qui est très intelligente, qui est peut-être effectivement sociopathe, voire psychopathe. Il organise son discours, il n'est absolument pas dans le contrôle de ses émotions, il n'a pas d'émotions. Accompagnés de Yann, les gendarmes se rendent au domicile du couple, et notamment dans leur chapelle. Les traces de sang vont être découvertes dans la chapelle par révélation de Boustard. Une découverte qui confirme les déclarations du mari. Le drame a bien eu lieu ici. Yann conduit ensuite les enquêteurs nantais jusqu'au fond du jardin de sa propriété, là où il dit avoir brûlé le corps de la mère de ses enfants. Tout le tas de végétaux, et je peux vous dire qu'il était grand, a été passé au tamis entièrement. Et la seule chose qu'on a pu retrouver du corps de Céline, ce sont des dents. Les os, tout ça, ont été détruits par la chaleur du feu. C'est alors que Yann change subitement sa version des faits. La mort de Céline n'est pas accidentelle. Il lui a tendu un guet-apens en l'attirant dans la chapelle sous un faux prétexte. Donc il avait préparé une pelle à l'entrée, il la laisse rentrer, une fois qu'elle est rentrée, il lui met un coup de pelle et il la tue à coup de pelle. Si l'accusé n'est pas en mesure d'expliquer son geste, il raconte aux enquêteurs avoir promis à sa maîtresse que le 20 mars 2015, Céline serait partie et qu'elle pourrait alors s'installer avec lui. De ce fait, il n'avait plus d'autre solution que de tuer son épouse. C'était une date butoir. Le 19 juin 2015, à l'issue de sa garde à vue, Yann est mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Nantes. Quant à sa maîtresse, Marine, elle est rapidement mise hors de cause par les gendarmes. Alors, qui est vraiment Yann? Comment a-t-il réussi à berner les enquêteurs pendant plus de 2 mois? Et surtout, avait-il prémédité son acte? Dans la commune des Sorinières, c'est la consternation suite à la mise en examen de Yann.
L'affaire fait grand bruit et se retrouve à la une de la presse locale. Quand on apprend ça, on se dit que c'est extrêmement vicieux. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on est quand même dans l'agglomération nantaise, on est à Nantes, qui est une ville marquée par une affaire, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, qui a vraiment beaucoup marqué finalement la France entière, mais aussi la région. Donc quand il arrive une affaire comme ça, une sorte de drame familial, on fait souvent la comparaison et on a toujours ça en tête voilà, d'un homme un peu vicieux qui essaye de brouiller les pistes, quoi. Donc c'est quelque chose de très choquant, quoi. Yann, incarcéré, les gendarmes prennent peu à peu conscience de l'ampleur de ce dossier, et notamment du machiavélisme dont a fait preuve leur suspect numéro 1. Quand on réfléchit à tout son mode opératoire, quand on voit quand même qu'il prépare, je veux dire, si on met l'appel sur l'entrée de la chapelle, c'est qu'il avait quand même préparé son assassinat. Et après, essayer d'effacer les preuves en nettoyant la chapelle. On se dit quand même que, je veux dire, on peut pas mettre ça sous le coup d'une pulsion non plus, quoi. C'est quand même quelque chose qui est assez réfléchi et il faut quand même avoir du sang-froid. À la fois méthodique et déterminé, le mari de Céline était prêt à tout pour échapper au spectre de la justice. Yann a utilisé de nombreuses ruses au niveau du téléphone, puisqu'on sait qu'il s'adressait des SMS à distance. Géographiquement, il s'éloignait volontairement pour pas qu'on puisse faire le rapprochement. Il a même été, et ça s'inscrit toujours dans son état d'esprit de mensonge permanent, il a même été jusqu'à demander à l'un de ses enfants de téléphoner à sa mère. Alors qu'au fond de lui, il sait très bien que la mère ne répondra pas parce qu'il l'a tué quelque temps avant. Donc c'est quand même un comportement plus que troublant. Un personnage qui va se révéler encore plus inquiétant au fil des témoignages de son entourage. Après avoir tué son épouse, Yann continuera de vivre normalement. Il ira au restaurant, il emmènera ses enfants, il invitera des amis à manger chez lui, alors que le corps de Céline gît encore dans la chapelle. En tant qu'enquêteur, on perçoit ça comme un côté plus que pervers, c'est machiavélique. Et le côté passif et impassible de Yann apparaît quand même lors d'un épisode très particulier, puisque des amis viennent à la chatterie pour récupérer des meubles, je crois, et l'un des amis croit entreapercevoir une forme qui laisserait supposer que c'est un crâne humain. Et Yann, de façon tout à fait naturelle, lui dit non, bien évidemment, c'est... ben non, c'est sans doute encore les chiens d'à côté qui ont déterré des choses, il y a un cimetière, mais t'inquiète Cyril et tout, et il a acheté une bâche, alors même que nous savons maintenant qu'il s'agissait malheureusement du buste de Céline. Manipulateur hors pair, il a réussi à dissuader ses deux amis d'aller voir les gendarmes. Et ce sont des personnalités qui, de toute façon, sont tellement convaincus de leur mythe, sont tellement convaincus de leur mensonge, qu'ils sont capables, effectivement, de vous vendre mais n'importe quoi, n'importe quel mythe. Ils sont convaincants. Dans le cadre de l'instruction, plusieurs expertises psychiatriques sont réalisées afin de déterminer le potentiel de dangerosité de l'accusé. Et le résultat est sans appel. Yann est décrit comme un pervers narcissique, dépourvu de tout scrupule. On est sur une personnalité qui est sociopathe, qui est peut-être psychopathe, mais en tout cas sur quelqu'un qui fonctionne uniquement par rapport à son ego. L'autre n'existe pas. À la fin de l'instruction, Yann revient finalement sur sa version. Il nie avoir prémédité son geste et assure que sa femme l'a rejoint spontanément dans la chapelle avant qu'une dispute ne dégénère. Un revirement qui ne convainc absolument pas les enquêteurs. Selon eux, le meurtre de Céline était prémédité. 3 semaines après avoir tué sa femme, Yann enverra un SMS à une de ses ex-maîtresses. Il dira « Ni regret, ni remords, c'est ma devise ». À la lecture de ces SMS, je me dis « ça résume toute l'affaire ». Alors, quelle attitude adoptera Yann au procès? Fera-t-il de nouvelles déclarations? Et surtout, quel sera le verdict?
Le 25 juin 2018, au terme de plus de 3 ans d'enquête, le procès de Yann pour assassinat s'ouvre devant la cour d'assises de Loire-Atlantique. Bien sûr, il y avait beaucoup de monde, parce que ce sont des faits qui ont défrayé quand même la chronique. C'est vrai que sur la commune des Sorinières, la famille était connue. Un procès attendu, aussi bien par les proches de Céline que par les enquêteurs. C'est une de mes plus grosses affaires et on a envie de savoir comment ça se termine. Il faut d'avoir la vérité et une fois qu'on a ça, on veut maintenant la sanction comme tout gendarme. Dans le box des accusés, Yann, qui risque la réclusion criminelle à perpétuité, ne montre aucun regret, aucune émotion. Yann est resté souvent impassible. Il s'est ancré dans ce qu'il avait pu dire lors de l'enquête. Il n'a pas été au-delà. Donc il y a des zones qui restent finalement assez incertaines malgré tout. Tout au long du procès, les circonstances exactes de la mort de Céline, ainsi que le mobile du crime, restent floues. À la barre, le père de famille tente de s'expliquer. Il aurait tué sa femme par crainte d'être séparé de ses enfants en cas de divorce. Je pense qu'à un moment donné, confronté à la justice, confronté effectivement à tous ces mensonges, toutes ces contradictions, il devient totalement confus. Oui, je pense sincèrement qu'il ne sait plus du tout ce qu'il est en train de raconter et ce qui s'est réellement passé. Le 2 juillet 2018, après 7 jours d'audience, Yann est reconnu coupable d'assassinat sur sa femme, Céline. Le verdict tombe, 30 années de réclusion criminelle. Et sur le plan civil, retrait total de l'autorité parentale sur ses 2 enfants mineurs. Pour l'ensemble des parties civiles, la justice a été rendue. Âgés de 6 et 8 ans à l'issue du procès, les enfants de Céline vivent désormais chez leur tante paternelle. Aujourd'hui, dans la commune des Sorinières, ce drame reste gravé dans toutes les mémoires. Une affaire qui aura marqué un véritable tournant dans la carrière du gendarme Audrey Portier. C'est mon plus gros dossier. C'est quelque chose qui était tout le temps dans ma tête. Enfin, je vivais pour ce dossier-là, mais c'était nuit et jour. C'était voilà, il fallait que je sache la vérité et on passait toutes nos journées dessus, sans cesse, quoi. Donc ça m'a marqué. Et, la sanction judiciaire me permet maintenant presque de passer à autre chose. Comme si pendant 2 ans, j'étais en attente, un peu comme lui. Voilà, lui, il est en détention, moi, je ne le suis pas. Mais voilà, on a hâte de savoir le résultat final. Et voilà. Crime se dirige maintenant au Mans, préfecture du département de la Sarthe. Le 29 juin 2015, Frédéric, 51 ans, est retrouvé mort dans son appartement. Découvrez cette affaire incroyable pour crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir comment Frédéric, un riche homme d'affaires de 51 ans, a perdu la vie un matin d'été 2015. Une enquête complexe sur fond de chantage et de convoitise qui conduira les hommes du SRPJ à des centaines de kilomètres de la Sarthe. Il n'y a aucun indice, aucune trace ADN, aucune empreinte. L'arme du crime n'a pas été retrouvée, donc il est évidemment très difficile de reconstituer les faits, de remonter au suspect. Nous sommes au Mans. Cette ville de 143 000 habitants possède avec la cathédrale Saint-Julien
le monument le plus visité des Pays de la Loire. Et surtout, elle accueille chaque année la plus grande course automobile du monde. Le Mans, c'est la préfecture de la Sarthe, connue pour les 24 heures du Mans, connue pour la Riette. Voilà, une petite ville de province où il fait plutôt bon vivre, quoi, à quelques pas de Paris quand même, donc relié par le TGV, donc pas non plus totalement isolé. Le lundi 29 juin 2015, 2 semaines après l'effervescence des 24 heures du Mans, la commune retrouve son calme. Il est 18h lorsqu'une jeune femme de 19 ans marche avec une amie à proximité du jardin des plantes. Elle a rendez-vous chez son père, un certain Frédéric. Elle va pour ouvrir la porte, donc elle introduit la clé dans la porte et elle se rend compte que la porte est déjà ouverte, elle n'a pas été verrouillée. Étonnée et inquiète, les deux amies se dirigent vers le salon. Elle tente de pousser légèrement la porte, un meuble est derrière cette porte. Elle parvient à rentrer dans le salon. Il y a un désordre innommable, vous n'avez jamais vu ça, hein. La pièce est sans dessus-dessous. Hein. Les meubles sont bougés dans tous les sens, dans tous les coins, et puis il y a du sang partout. Et elle aperçoit dans un coin de la pièce des pieds, et elle découvre le corps de son père, couvert de sang. Alors, que s'est-il passé dans cet appartement? Pourquoi y a-t-il un tel capharnaüm? Et surtout, dans quelles circonstances Frédéric, 51 ans, a-t-il perdu la vie? Le soir même, le service régional de la police judiciaire d'Angers est saisi du dossier. Arrivés au domicile de la victime, les enquêteurs doivent à leur tour se frayer un chemin jusqu'au corps du quinquagénaire. Il est allongé sur le dos, sur un radiateur qui a été arraché du mur, et il est torse nu, le pantalon et les sous-vêtements presque à mi-cuisse, donc il laisse apparaître le bas-ventre, le sexe de la victime. S'agit-il d'une mise en scène sexuelle? Les policiers s'interrogent et le médecin légiste également, présent sur les lieux, va leur apporter les premières indications sur les causes de la mort de Frédéric. Ce qu'on va constater assez rapidement, c'est qu'a priori une arme à feu a été utilisée. Pourquoi? Parce qu'on va découvrir un certain nombre d'impacts de balles sur la victime. 3 impacts, et en observant les taches de sang répandues dans l'appartement, les enquêteurs ont la conviction que la scène de crime a été modifiée. On s'aperçoit que l'endroit où on retrouve le corps, c'est pas l'endroit où il a laissé le plus de sang dans un premier temps. La plus grosse tache de sang, elle est dans le canapé. Les enquêteurs arrivent à la conclusion qu'il est décédé dans le canapé après avoir reçu la 3e balle, celle qui l'a tué. Curieusement, les enquêteurs ne retrouvent aucune trace de déplacement du corps de Frédéric, qui pèse tout de même près de 100 kilos. Et puis, il n'y a pas non plus de douille dans l'appartement. Tout laisse à penser que le ou les meurtriers ont fait du nettoyage. Il n'y a aucun indice, aucune trace ADN, aucune empreinte. L'arme du crime n'a pas été retrouvée, donc il est évidemment très difficile de reconstituer les faits, de remonter au suspect. Mais après vérification, avec la fille de la victime, les policiers découvrent que l'ordinateur ainsi que le téléphone portable de Frédéric ont disparu. Pourtant, les enquêteurs ne croient pas à la piste du cambriolage qui aurait mal tourné. Il n'y a aucune trace d'effraction. L'agresseur en connaissait a priori les lieux, en tout cas a pu rentrer sans problème. Pour entrer dans le hall, il faut poinçonner, soit avoir un badge. L'agresseur en tout cas est rentré dans l'appartement sans effraction. Dans l'espoir de remonter jusqu'au meurtrier de Frédéric, les enquêteurs demandent à l'opérateur de la victime de géolocaliser son téléphone disparu.
Les policiers se rendent compte que le téléphone a été activé, borné sur l'autoroute R28 le lundi matin, le lundi des faits, le 29 juin 2015, vers 10h. Après, on perd sa trace. C'est la dernière activation du téléphone. C'est aux alentours de la commune d'Écommois, donc à la sortie du Mans. Le 2 juillet 2015, le procureur de la République de la Sarthe requiert l'ouverture d'une information judiciaire contre X, du chef d'assassinat. Parallèlement, les 3 autopsies réalisées sur le corps de Frédéric permettent de préciser le déroulement des faits. D'après les experts, la victime est décédée le lundi 29 juin, entre 7h30 et 13h30. Pour le premier tir à l'abdomen, le médecin légiste va constater qu'il y a eu une sorte d'écran en fait, entre l'arme, le canon de l'arme et l'abdomen, le corps de la victime, soit un silencieux ou autre objet pouvant faire écran entre les deux. La deuxième balle est tirée au niveau de la nuque. Le projectile de 7,65 va d'ailleurs se fragmenter sur une des vertèbres. Le coup n'est toujours pas mortel et le troisième coup qui lui est mortel est porté à la tempe. Pour ce dernier tir, l'assaillant a appuyé le canon de son arme contre la tempe de Frédéric. Il s'agit purement et simplement d'une exécution. Les experts légistes affirment même qu'il a pu s'écouler plusieurs dizaines de minutes entre le premier tir et le décès de la victime. C'est un véritable calvaire, un calvaire qui a duré de nombreuses minutes, un calvaire où Frédéric s'est déplacé dans la pièce, où il a expulsé ce sang par la bouche, où il a dû supplier son ou ses exécutants d'arrêter ici. Pour moi, il a eu le temps de se voir mourir. C'est une scène qui a duré, une scène atroce et une scène de violence extrême. À la recherche d'une piste solide, le procureur demande aux policiers d'Angers d'effectuer une enquête de personnalité sur Frédéric. Très vite, il réalise que l'homme né le 21 avril 1964 est un self-made man. Il a gravi les échelons jusqu'à devenir directeur commercial dans une entreprise de fabrication de rillettes. Mais alors qu'il gagnait 8 000 € par mois, il décide en 2013 de tirer sa révérence. Il part avec une importante somme d'argent, 150 000 €. Et avec cette somme, il envisage sa reconversion. Et sa reconversion, c'est de pouvoir travailler à domicile et travailler dans la bourse. C'est pas un loisir, il y est dès le matin à l'ouverture et jusqu'au soir à la fermeture. Il déplace un portefeuille boursier d'environ 100 000 €. Ce nouveau choix de vie est également un moyen pour Frédéric de se rapprocher de Nora, sa femme, depuis 1996, et de leurs 2 filles. C'était le père que tous les enfants auraient aimé avoir. Il était à la fois attentionné, confident, il était toujours rassurant, à l'écoute, tolérant. Mais si Frédéric s'épanouit dans ce rôle de père de famille, son couple se délite peu à peu. Il découvre une épouse qui, au lieu d'être toujours auprès de ses filles, est une femme qui est dolente, qui se réveille très tard et qui boit beaucoup. Il n'imaginait pas que son virage professionnel allait aussi entraîner un virage conjugal. Les enquêteurs apprennent que Frédéric se sépare de sa femme en 2013, avant de demander le divorce. Une situation que Nora, mère au foyer, vivait mal. Elle se retrouve délaissée, ce qu'elle supporte pas. Donc elle sombre dans la dépression, dans l'alcoolisme, elle est très aigrie. Et puis elle ne pardonne pas de l'avoir quitté. Alors, Nora est-elle impliquée dans le meurtre du riche homme d'affaires? Cette femme bafouée aurait-elle voulu se venger? Et surtout, que vont découvrir sur elle les enquêteurs du SRPJ? À Angers, les fonctionnaires du SRPJ sont intrigués par la situation conjugale de la victime au moment de son décès. Désireux de creuser cette piste,
ils concentrent leurs efforts sur le profil de Nora. C'est une femme qui naît au Maroc, d'une famille nombreuse. Sa famille franchit la mer pour arriver en France. Nora a alors 8 ans. Elle grandit à Niort et suit une scolarité classique, jusqu'au baccalauréat. Elle s'est ensuite lancée dans la vente, à Niort notamment, et puis elle a travaillé ensuite dans une librairie. C'est à l'âge de 21 ans que Nora rencontre Frédéric en 1986. Une relation fusionnelle s'installe et après plusieurs déménagements, ils posent leurs valises au Mans. 10 ans plus tard, en juin 1996, ils se marient. Mais la naissance de leur première fille pousse le couple à modifier son contrat de mariage 3 mois, tout juste, après leur union. Ils étaient allés voir un notaire qui avait fait à chacun signer une donation au dernier vivant. Ça veut dire que si l'un des deux décédait avant un prononcé de divorce, l'autre récupérait tout. Une découverte qui intrigue les enquêteurs. Car Frédéric laisse derrière lui un patrimoine composé de 4 biens immobiliers et près de 300 000 € sur ses comptes bancaires. Fort de ces informations, les policiers se rendent sans plus attendre au domicile de Nora. Les enquêteurs vont perquisitionner, utiliser son téléphone. On va pouvoir constater que son téléphone a été coupé à plusieurs reprises ce lundi matin et ce lundi après-midi. Autrement dit, le jour où Frédéric a été tué. Mais la veuve a un alibi. Elle assure que ce lundi matin, elle est restée dans son appartement avec son neveu. Entendu à son tour, le jeune homme explique que Nora l'a invité tout le week-end pour faire la fête chez elle. Le neveu va notamment évoquer la présence de certaines personnes à cette fête des voisins. Un couple d'amis corses, c'est relativement étonnant parce que Noura omet, sciemment ou pas, de parler de ce couple d'amis corses qui va pourtant rester plus de 48 heures en Sarthe, qui va arriver d'Ajaccio, qui va dormir chez elle au moins 2 nuits, et pendant ses auditions, elle n'en parle pas. Après vérification, les enquêteurs retrouvent la trace de ces 2 mystérieux Corses, que nous appellerons Magali et Jean-Louis. C'est avec précision que le téléphone de la victime quitte l'appartement quelques minutes avant 9h30 le lundi matin, puisqu'il est géolocalisé et il se déplace. Donc on sait qu'à ce moment-là, Frédéric est décédé. Le téléphone de Jean-Louis, le Corse, et le téléphone de Frédéric, la victime, se suivent sur un certain laps de temps, jusqu'à ce que le téléphone de Frédéric soit coupé, soit éteint. Alors, s'agit-il d'une coïncidence ou Jean-Louis est-il bien en possession du téléphone de la victime? Est-il l'auteur du meurtre de Frédéric? Et quel lien a-t-il avec Nora? Afin d'obtenir des informations sur le couple corse, les policiers angevins se tournent vers leurs collègues de l'île de Beauté. Ils apprennent alors que Magali et Jean-Louis se connaissent depuis seulement 4 mois. Magali, elle était mariée, elle a vécu longtemps avec un homme qui s'est suicidé en mars 2015. C'est au cours de cette période tumultueuse que Magali, 42 ans, croise la route de Jean-Louis, 41 ans. Elle le rencontre donc en Corse, à Ajaccio. Lui travaille dans une boutique et ils décrivent leur rencontre comme un coup de foudre. Le profil de Jean-Louis intéresse particulièrement les hommes du SRPJ. Père policier, éducation rigoureuse, il a fait l'armée chez les fusiliers marins et c'est un grand passionné d'armes à feu.
Mais comme il le dit lui-même, c'est pas parce qu'il est passionné d'armes à feu que ça fait de lui quelqu'un de dangereux. Son ex-femme dira de lui qu'au contraire, dans les situations de conflit, c'est toujours lui qui calme le jeu et qu'elle ne l'a jamais vu se battre. Rapidement, les enquêteurs apprennent que Nora et Magali sont amies de longue date et qu'elles ont repris contact au mois de mars 2015. Depuis, les deux femmes passent des heures ensemble au téléphone. On se parle, c'est des Desperate Housewives. Et on se parle, et ma pauvre chérie, comment tu vas, et c'est terrible, etc. Et c'est un exutoire de deux femmes qui ne vont pas très bien. Elle parle de son mari, du divorce qui se passe mal, de son mari qui enchaîne les conquêtes, qui veut garder l'argent pour lui. Magali semble prendre très à cœur le mal-être de son ami. Elle en fait part à Jean-Louis, notamment lors d'échanges de SMS, 15 jours seulement avant le meurtre. Magali va dire à Jean-Louis qu'il faut faire quelque chose pour son ami, qu'elle ne peut pas rester dans cette situation. Et Magali va proposer à Noura de lui prêter un peu de la bienveillance de son ange corse. Jean-Louis reçoit ces textos et lui aussi semble s'impliquer dans cette histoire en expliquant si c'est comme ça, il ferait bien d'aller au Mans pour lui rendre une petite visite. Et Magali conclut l'échange en expliquant que c'est une balle que Frédéric mérite. Au mois de novembre 2015, les enquêteurs décident d'interpeller leurs suspects. Mais au même moment, des attentats sont perpétrés à Paris, accaparant l'ensemble des services de police. Il faudra donc attendre janvier 2016 pour que les trois protagonistes soient arrêtés et qu'une perquisition ait lieu au domicile corse de Magali et Jean-Louis. Alors sur l'ordinateur de Jean-Louis, il retrouve des photos, beaucoup de photos. Des photos de lui encagoulé. Il trouve aussi sur son ordinateur de nombreuses recherches sur des armes à feu. Surtout, ils mettent la main sur l'ordinateur de la victime. Et pour les policiers, il n'y a plus de doute. Le couple corse est impliqué dans le meurtre. Mais qu'en est-il de Nora? Placée en garde à vue au Mans, la veuve de Frédéric nie en bloc. Évidemment, elle a nié. Hein. Elle n'a rien fait, c'est pas elle. Non seulement elle n'a rien fait, mais elle a encore moins ni commandité, ni tiré. Elle comprend pas ce qui s'est passé. Au poste de police d'Ajaccio, Magali et Jean-Louis tiennent un tout autre discours. Interrogés séparément, ils s'accusent chacun du meurtre de Frédéric. Magali va prendre soin, avant de passer aux aveux, de rédiger un courrier à Jean-Louis pour lui dire à quel point elle l'aime et à quel point elle ne veut pas qu'il aille en prison. Jean-Louis va dire qu'il s'accuse lui-même parce qu'il ne veut pas que Magali aille en prison parce qu'elle est malade et parce qu'elle n'a rien fait. Mais les membres du SRPJ vont rapidement trouver des incohérences dans le récit de Jean-Louis, qui se trompe dans le calibre de l'arme du crime. Magali, par contre, donne des détails intrigants sur le déroulement des faits. Elle explique qu'elle avait une arme, qu'elle est montée au domicile de la victime et elle évoque notamment un objet qui va interpeller les enquêteurs, c'est ce fameux coussin qui aurait servi d'écran entre l'arme et la victime. Cette histoire de coussin, les enquêteurs n'étaient pas au courant, ils savaient qu'il y avait... Le rapport d'autopsie avait expliqué qu'il y avait quelque chose qui avait fait écran. Il y a un coussin qui a effectivement disparu du domicile de la victime. Alors, Magali a-t-elle vraiment pu commettre ce meurtre toute seule? Quel a été le rôle de Jean-Louis? Et surtout, Nora a-t-elle commandité l'assassinat de Frédéric? Le 15 janvier 2016, les trois suspects sont placés sous mandat de dépôt. Si Nora reste sur ses premières déclarations et nie toute implication dans le meurtre, Magali et Jean-Louis vont eux changer de version.
En réalité, il n'aurait commis aucun crime et que quand il s'était arrivé, Frédéric était inanimé pour une des versions ou mort dans une autre version, mais qu'en aucun cas, ce n'était eux. Ils vont donc chercher à échapper au châtiment de la justice en prétendant qu'ils n'étaient venus que pour commettre un cambriolage de données informatiques. Entendue à ce sujet, Nora confirme les propos du couple et explique qu'elle était victime de chantage de la part de son mari. Frédéric disposerait de dossiers compromettants sur elle, notamment des photos d'elle nue dans des clubs libertins. Or, elle est issue d'une famille marocaine assez traditionnelle. Elle prétend que lui menace d'envoyer toutes ces belles photos à la famille au Maroc. Face aux enquêteurs, Magali et Jean-Louis assurent qu'ils ont seulement voulu aider leur amie et que c'est elle qui a géré toute la logistique. C'est Nora qui leur a fourni le badge d'accès à la résidence de Frédéric, qui leur a indiqué la veille où il habitait et qui leur a demandé d'aller récupérer pour elle les fichiers compromettants sur son ordinateur et qui leur avait surtout assuré que c'était tranquille puisque ce lundi matin, il ne serait pas là. L'appartement serait vide. Le 30 mars 2018, l'instruction prend fin. Sans preuve tangible que Nora soit la commanditaire du meurtre, elle sera jugée pour complicité. Magali et Jean-Louis sont eux renvoyés devant la cour d'assises de la Sarthe pour assassinat. Mais le 17 janvier 2019, 11 jours seulement avant l'ouverture du procès, un événement va redistribuer les cartes de la défense. Avant le procès, Magali est en fait très malade, donc elle est libérée pour raison de santé et elle rentre chez elle. Et là, coup de théâtre, Magali est retrouvée morte dans son appartement à Ajaccio. Suicide médicamenteux, ce sera la grande absente de l'audience, hein, évidemment. Hein. Je me dis, ça va être compliqué. Je me dis, il y a deux manières de faire. Soit le co-accusé va être un mort-vivant et va refuser de se défendre, soit on va être face à quelqu'un qui va nous dire « si elle est morte, c'est de ta faute, tu l'as bien cherchée, etc. » Et là, ça va être terrible. Alors, le décès de Magali aura-t-il un impact sur l'audience? Jean-Louis et Nora vont-ils une nouvelle fois changer de version? Et les proches de Frédéric sauront-ils enfin ce qui s'est passé le 29 juin 2015? Au Mans, le 28 juillet 2019, le procès de Nora et Jean-Louis s'ouvre devant la cour d'assises de la Sarthe. Au moment de prendre place sur le banc des parties civiles, les proches de Frédéric apparaissent soudés et déterminés. À l'image de Marie, la dernière compagne de la victime. Je veux dire, moi, personnellement, ça fait quand même 3 ans et demi que j'attends ça. Et je pense que le jour où on m'a annoncé son décès, j'y pensais déjà. Donc c'est une attente, un stress. Et puis surtout, ce que je voulais, c'est d'avoir des réponses et de connaître la vérité. Dès la première matinée d'audience, les avocats de Nora font une demande inattendue. Ils souhaitent que leur cliente siège avec les parties civiles et non dans le box des accusés. Son avocat va nous expliquer qu'elle est en droit, effectivement juridiquement elle est en droit de se constituer partie civile parce qu'elle estime qu'elle est innocente et qu'elle estime qu'elle a souffert de l'assassinat de Frédéric et qu'elle demande donc réparation de son préjudice. Je veux dire que d'expérience c'est quelque chose d'absolument inédit. Tandis que la requête des avocats est renvoyée, les témoins défilent devant la cour. Personne n'épargne Nora, pas même ses propres enfants. Les filles, quand elles passent à la barre, dressent un portrait au vitriol de leur maman.
en la traitant de grande comédienne, de menteuse, de manipulatrice, de personne invivable qui passait son temps à pourrir la vie de leur père. Et que si leur père est mort, c'est entièrement de la faute de leur mère. À côté de Nora, Jean-Louis fait profil bas. Mais au 7e jour d'audience, l'homme de 45 ans demande à prendre la parole. Touché par les témoignages de la famille de Frédéric, il prétend vouloir leur offrir la vérité. Lui n'a rien fait, c'est Magali, sa copine, qui est montée toute seule chez Frédéric et qui a ouvert le feu. Lui l'a déposé au pied de l'immeuble, a fait le tour du pâté de maison parce qu'il ne trouvait pas de place, il est revenu, il a fumé 2-3 cigarettes, elle est redescendue, elle est remontée dans la voiture, ils sont partis. On pouvait s'attendre à ce genre de version puisque Magali est décédée quelques jours avant le procès, il est tout seul, il peut raconter ce qu'il veut puisqu'il n'y a aucun indice qui atteste de sa présence dans l'appartement de Frédéric. Finalement, il n'y a rien qui permet de dire que lui était présent ce jour-là au domicile. Cette énième version de Jean-Louis ne convainc pas les jurés. Le vendredi 8 février 2019, après 2 semaines de procès, le Corse écope de 15 ans de prison. Nora, quant à elle, est condamnée à 20 ans. Les 2 accusés ont seulement été reconnus coupables de complicité. Ce qui est le plus difficile, c'est, pour moi, dans ce procès, c'est de savoir qu'il a souffert. Et ça, je ne savais pas. Qu'il s'est vu mourir, et ça, c'est difficile. Et en fait, la peine, elle n'est pas à la hauteur de ce qui s'est passé. Le parquet, qui avait requis 30 ans de prison minimum, fait appel de cette décision de justice. Jusqu'au nouveau procès, Nora et Jean-Louis restent donc présumés innocents. Aujourd'hui, dans l'attente du procès en appel, les proches de Frédéric gardent l'espoir de connaître un jour les circonstances exactes du drame. De leur côté, les filles de la victime essaient d'avancer comme elles peuvent, avec une mère incarcérée et un père assassiné. De toute façon, elles sont marquées à tout jamais. Dans tous les événements de la vie importants, il va leur manquer. Mais elles peuvent être fières d'avoir eu un père comme elles ont eu. De leur père, les filles gardent un souvenir merveilleux. À l'occasion du procès, plusieurs photos ont été diffusées. Et notamment, on voit un homme avec un visage rond, jovial, avec des yeux rieurs, et c'est ce souvenir qu'elles gardent de lui.